pour commencer cet échange, mon propre témoignage de repreneur d'entreprise, puisque moi j'ai repris 5 entreprises en fait depuis 2013. Et la première que j'ai reprise, c'était par passion. Les 4 autres, c'était un concours de circonstances. Et je pense que ces 2 situations peuvent se présenter à un repreneur d'entreprise. Alors la première, c'est une source. Donc je voulais racheter une source. Vraiment un rêve que j'avais depuis très longtemps. À l'époque, j'étais à New York, aux États-Unis. Et j'ai donc regardé les sources en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Brésil et en Europe. Très rapidement, je me suis aperçu que la France était un pays extraordinaire pour la qualité de ses sources. Nous sommes un grand pays de sources. D'ailleurs, parmi les grandes marques mondiales, eh bien, vous avez des marques françaises qui arrivent en tout premier plan. Et j'ai expertisé, regardé, analysé un certain nombre de dossiers de sources à reprendre, et puis j'ai fini par reprendre une source charentaise, essentiellement en raison du produit. Moi, je suis un homme de produit, donc ce qui me passionne, c'est d'abord la qualité, la nature du produit fabriqué par une entreprise dans le secteur B2C, donc des biens de consommation. Et donc, j'ai acheté cette source parce que l'eau est très particulière. Et la première chose que j'ai faite, c'est une étude de datation de cette eau, puisqu'on peut mesurer aujourd'hui l'âge de l'eau des sources. Vous avez des eaux récentes, c'est-à-dire que la pluie tombe sur Terre et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle est mise en bouteille. Et puis vous avez ce qu'on appelle des eaux fossiles, c'est-à-dire que ce sont des eaux qui sont tombées sur Terre il y a 20 000 ans, 25 000 ans, 30 000 ans. Et c'est exactement ce que je cherchais. Pourquoi ? Parce que ma conviction, c'est que toutes les eaux récentes sont polluées. Elles ont été polluées dans leur traversée de l'atmosphère en tant que pluie, et elles ont été polluées dans leur traversée de la Terre, donc dans le sol. Donc trouver aujourd'hui des eaux totalement vierges, ça veut dire remonter dans la chaîne du temps, essayer de trouver des eaux qui n'ont pas été impactées par l'activité destructrice de l'être humain depuis à peu près un siècle. Et donc j'ai racheté cette source essentiellement pour cette raison, la qualité de l'eau. Et j'ai cassé ma petite tirelire, et puis j'ai négocié avec les 2 dirigeants et propriétaires de cette source qui sortaient d'une liquidation, donc qui perdaient de l'argent, qui avait été liquidée, reprise, et qui était dans la main d'un système totalement destructeur, qui est le système que certains connaissent bien, celui des grandes surfaces. Vous vendez de l'eau dans les grandes surfaces, vous n'avez quasiment aucune chance de gagner de l'argent, vous êtes à la merci de gens qui vous reçoivent dans un petit bureau obscur et vous traitent comme le dernier des derniers. Moi j'avais été ministre du Commerce, donc j'avais rencontré les présidents de Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. J'étais dans mon bureau, ils étaient très polis, très gentils. Et là j'ai vécu une autre expérience, c'est d'attendre 1 heure sur une chaise défoncée dans un couloir obscur que l'acheteur eau minérale daigne me recevoir. Vous voyez, j'ai vu les 2 côtés de ce monde de la grande distribution. Et j'ai passé une bonne année en fait à m'immerger dans la production, puisque l'embouteillage d'eau, ce sont des très grosses machines, donc des actifs qui représentent une valeur importante. Et moi j'avais acheté une entreprise assez ancienne avec des machines anciennes. Donc j'ai vécu des moments très difficiles à la fois sur la trésorerie. Je pense que l'angoisse du repreneur, c'est vraiment la trésorerie. Et s'il y a un conseil à donner à un repreneur, c'est de partir avec une solide assise en termes de trésorerie. Rien n'est pire que de se dire, à la fin du mois, je vais peut-être manquer de trésorerie. J'ai eu 3 très bons partenaires, un banquier, un avocat, un expert comptable. Je pense que ça, c'est vraiment le trio qui permet de reprendre une entreprise. Le banquier m'a fait confiance. L'expert comptable, il m'a expliqué beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je n'avais pas comprises. Et l'avocat, il a sécurisé la transaction, notamment sur tout ce qu'on peut appeler la garantie actif-passif, tous les risques qui peuvent jaillir après qu'on ait signé. Et il faut se protéger contre ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Notamment dans le cas des sources. Moi, j'avais une source avec un seul forage. Bon, lorsque vous avez un forage qui a un problème dans une source, l'entreprise ne vaut plus rien. Vous ne pouvez plus produire, vous ne pouvez plus vendre, et donc vous ne tenez pas et l'entreprise disparaît. Donc c'est un secteur qui est très dépendant de la géologie et de la capacité à extraire de l'eau du sol.
Donc voilà, et depuis, cette source a prospéré. J'ai eu une croissance essentiellement fondée sur le marketing, c'est-à-dire que j'ai transformé le packaging, le produit, pas le produit, parce que j'ai pas changé l'eau c'est toujours la même, mais en tout cas les bouteilles, on a refait complètement le design, les étiquettes, la bouteille avec des nouveaux moules, etc., pour valoriser cette eau. Ensuite, j'ai cherché des partenaires marketing pour raconter une histoire aux consommateurs. Cette source ne racontait pas l'histoire, elle était souvent vendue comme une eau premier prix. J'ai multiplié par 7 les prix de l'eau, avec nouveau packaging, nouvelle histoire, nouveau marketing. Nous avons été retenus par le PSG pour devenir le fournisseur officiel du PSG, donc depuis, il joue beaucoup mieux qu'avant. Vous avez pu le constater. Et petit à petit, cette source qui était inconnue est devenue connue. Et comme elle est devenue connue, eh bien, les acheteurs des distributeurs de la région, là-bas, dans le sud-ouest, eh bien, au lieu de me parler uniquement du prix et de me dire chaque année ça va être moins 5, moins 2, moins 3%, ils ont commencé à dire oui, vous êtes une source régionale, vous êtes légitime, on a des sources nationales, on a des sources italiennes, après tout, il est légitime qu'il y ait une source régionale. Et on a conquis des parts de marché assez significatives sur le marché régional. Ce qui est logique, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les circuits courts. Le consommateur français, il est attentif de plus en plus à consommer des produits locaux. On a joué à fond cette carte de la source régionale et connu une croissance d'à peu près 10% par an, avec de mon côté un souci très fort sur la marge brute. La marge brute, c'est très important, et donc tout mon effort il a constitué à améliorer la marge brute, donc la profitabilité de l'entreprise. C'est bien de faire grandir la top line, le chiffre d'affaires, mais quand même le résultat d'une entreprise, c'est ce qui compte le plus. Et aujourd'hui, je pense que 2019, donc 6 ans après, la valeur de l'entreprise, puisqu'elle vient d'être expertisée dans le cadre d'entrée d'un nouveau partenaire dans le capital, a été multipliée par 3. Donc un travail qui a consisté à valoriser l'entreprise, à développer et sécuriser l'emploi, mais aussi, et c'est un travail un peu culturel, un peu social, redonner à cette région un acteur visible, un partenaire des clubs de sport, des événements culturels, et de jouer le jeu du territoire. Ça, je pense que ça a été aussi une des clés du développement de cette source, c'est qu'elle est devenue un acteur du territoire et identifiée les clubs. Et puis, alors là je passe à la deuxième partie, c'est les concours de circonstances. Mon expert comptable vient me voir un jour et me dit « J'ai un client qui est très malade. Et il a une entreprise, il a 45 salariés. » Je lui dis « C'est quoi cette entreprise? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et il me dit « Il fait des charentaises. » Et alors, je savais vaguement ce que c'était qu'une charentaise, mais je n'avais aucune expertise dans la charentaise. Et donc, je lui ai dit, moi, je connais rien, c'est pas un produit qui me fascine, a priori. Et donc, j'ai refusé. Et puis, en fait, 3 mois après, ce monsieur est décédé. Et là, les salariés, l'expert comptable, le MEDEF du département, très actif, un MEDEF extraordinaire qui soutient énormément les entrepreneurs, sont revenus me voir et m'ont dit, bah voilà, l'entreprise, soit elle disparaît, soit vous la reprenez, pour l'instant on n'a pas trouvé de repreneur possible. Donc j'ai repris cette entreprise de charentaise, et là j'ai refait le même travail, c'est un travail sur le produit. Donc j'ai travaillé avec des designers, on faisait des charentaises pour les grandes surfaces, qu'on vendait dans des paniers à côté de charentaises faites en Chine, et donc nos charentaises étaient beaucoup plus chères, évidemment, que celles qui étaient fabriquées en Chine, et résultat très très médiocre. Entreprise en difficulté avec quand même 45 salariés dans un espace rural. Alors, vous imaginez une usine en zone rurale, c'est beaucoup plus visible, vulnérable, fragile qu'une entreprise qui est dans une grande agglomération urbaine. Donc une exposition assez forte, et je sentais le poids de la responsabilité que je prenais en reprenant cette entreprise. Donc, là aussi, même travail, valorisation du produit, et on a designé de nouvelles charentaises. Depuis, nous sommes fournisseurs du slip français, par exemple, c'est un très gros volume pour nous, et qui est typiquement une de ces entreprises qui a compris que le Made in France, ça plaît à condition qu'il y ait du design et du marketing attractif, moderne, séduisant. Donc on a fait ce travail pour moderniser le produit. Et la même année, eh bien,
toutes les entreprises de la région qui faisaient des charentaises se sont retrouvées devant le tribunal de commerce. Et donc là aussi, un peu sous la pression des acteurs locaux, j'ai repris à la barre du tribunal les 3 autres entreprises qui fabriquaient des charentaises en Charente. Nous sommes aujourd'hui leader mondial de la charentaise. Ce qui ne représente pas forcément un énorme chiffre d'affaires, mais quand même. Et avec notamment une entreprise qui s'appelle Rondino et qui est un peu la plus ancienne, voilà, des entreprises de charentaise. Rondino, c'est une marque. Et avec des partenaires locaux, eh bien, j'ai constitué un pôle nouveau. On est en train d'intégrer en fait sur le même site à La Rochefoucauld l'ensemble de la production. Il y a 140 personnes qui fabriquent des charentaises avec la technique que vous connaissez tous du cousu retourné, vieille technique qui remonte au début du XXe siècle. Il n'y a plus que 20 machines aujourd'hui capables de faire du cousu retourné. Et nous sommes donc un acteur essentiel dans cette industrie stratégique de la charentaise. Pour ceux qui n'ont jamais essayé la charentaise, c'est un article extrêmement confortable et peut-être aussi sexy. Ça, c'est mon expérience de repreneur, et c'est vrai que rétrospectivement, je me dis, c'est pas forcément la meilleure méthode pour gagner beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'il faille reprendre une entreprise en se disant je vais faire fortune. Il y a certainement des chemins plus rapides pour ça. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de stress, mais c'est aussi de plaisir, et je pense que dans la vie, ces plaisirs-là, il faut les saisir quand on peut. C'est créer et apprendre. Et un repreneur d'entreprise, c'est quelqu'un qui a à la fois la responsabilité d'un dirigeant, mais qui apprend énormément. Moi, j'ai jamais autant appris sur des choses aussi intéressantes qu'une remplisseuse, qu'une bouchonneuse, qu'une d'autres machines comme ça qui fabriquent des bouteilles, ou des machines qui permettent de fabriquer des chaussures, qu'en m'immergeant évidemment dans ces entreprises. Donc le goût d'apprendre, le goût de partager avec des gens qui savent, l'admiration que m'inspirent depuis toujours les artisans, c'est-à-dire les gens qui sont passionnés par un savoir-faire qui leur a été transmis, tout ça est très très valorisant, très intéressant, et on le découvre quand on reprend une entreprise. On s'immerge non seulement dans un projet économique, mais dans un projet culturel, social, dans un territoire. On ingurgite un nombre d'informations considérable dans un temps assez réduit. Après, il y a l'autre partie, à côté d'apprendre, qui est créer. Parce que finalement, le repreneur, il a toujours envie de faire mieux que ce qu'on faisait avant. Donc, il fait tourner ses méninges et il se dit, ils avaient telle structure de prix pour vendre leur eau ou leurs pantoufles, comment est-ce que je vais réussir à augmenter les prix? Souvent, dans ces entreprises, ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre les acheteurs qu'une bonne augmentation des prix est justifiée. Sinon, l'entreprise, bien souvent, disparaît. C'est tout le sujet que moi j'ai découvert chez LVMH, c'est que vous avez aujourd'hui dans les biens de consommation 2 univers. Il y a l'univers des biens que les gens achètent pour le couple fonction-prix. Ils regardent la fonction, ils regardent le prix, et ils achètent si les deux leur paraissent convenir. Puis vous avez l'autre univers, qui est l'univers de l'émotion. Les gens achètent un bien parce que ce bien suscite chez eux de l'émotion. Madame est dans la couture, dans la mode, nous sommes en plein dans le business de l'émotion, et donc c'est ça qui fait qu'on va avoir des prix beaucoup plus importants. Donc tout ce travail, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le business of emotion, sur créer l'émotion, et la France a vraiment un talent considérable dans les biens de consommation pour faire rêver les consommateurs. Nous sommes probablement avec l'Italie les 2 pays les mieux placés pour créer des biens qui font rêver les gens. Donc il ne faut pas s'interdire évidemment de s'emparer de produits comme ça qui paraissent comme les charentaises un petit peu arriérés et poussiéreux, pour les réveiller et en refaire des produits attractifs. Beaucoup s'y sont essayés et souvent ça marche. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.